Et c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic de me dire, mais en fait, Dorian, tu as toujours été hyper ambitieux, tu as toujours voulu faire de grandes choses, mais en fait, tu te bouges pas le cul. J'avais pas cette pression de me dire, je suis en mauvaise posture ou je suis en position de faiblesse. Non, j'étais hyper confiant, j'étais serein et je savais que j'allais réussir. Bonjour Dorian. Hello, ça va? Merci. T'es prêt pour le manège du roller coaster? Ouais, hyper Allez. prêt, super content d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu es un fervent amateur des roller coasters? J'adore, C'est vrai? ouais, j'adore. J'ai grandi dans l'est de la France et on avait Europa Park à côté. Ah. Et on y allait hyper souvent. J'adore ça. T'es plutôt à l'avant du manège, à l'extérieur? Enfin, Je change à chaque fois. Pas, Parfois à l'avant, parfois à l'arrière, parfois au milieu. Mais j'adore, j'adore. D'où le roller coaster de l'entrepreneuriat. Exactement. Alors, Et j'adore le concept. Quand tu m'as demandé de faire mon dessin, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai pas fait le plus beau dessin de la Terre, mais ça résume pas mal ma vie. Et donc un dessin qui monte toujours plus haut. Un dessin qui monte toujours plus haut et qui va continuer de monter, je l'espère. En tout cas, je me donne pour. Et tu peux voir, tu as une petite spirale, là, une petite loupe, on pourra en parler, qui est une phase un peu où je me posais pas mal de questions. Et on pourra revenir dessus, ouais. Alors Dorian, est-ce que tu es prêt? Installe-toi dans le wagon. Je me mets à l'aise. Qui es-tu? Dorian, 33 ans. J'ai ma femme Morgane, j'ai un petit, donc il a 9 mois, Léonie. C'est intense, hein, la vie de papa. Entrepreneur depuis l'âge de 20 ans. Donc j'ai monté différentes boîtes et après je pourrais te parler de mon expérience chez Ivancy et chez Zelic. Issu d'une petite ville modeste dans l'est de la France, donc avec un taux de pauvreté qui est hyper élevé, qui est de 35%. Ça s'appelle Bérennes-les-Forbach. Issu d'une famille ouvrière. Fier aussi de là d'où je viens. Dans l'Est. Tu as des belles villes, je ne sais pas si tu as déjà visité l'Est de la France, mais tu as quand même des belles villes. Moi, tu peux voir Metz, c'est plutôt sympa, et Strasbourg. Et donc après, je suis arrivé sur Paris il y a à peu près 10 ans, c'était pour finir mes études. Et ensuite, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et voilà, aujourd'hui, je suis avec toi. Alors on commence, on se met au tout démarrage de la petite aventure de Dorian. Tu étais donc dans un cadre de vie plutôt modeste, Ouais. très modeste. Est-ce que tu peux nous en parler justement pour mettre le cadre, le contexte? Ouais, avec plaisir. Alors, famille issue de famille ouvrière. J'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi, Driss. On est passionnés de sport tous les deux, donc on est dans cette petite cité-là où on a toute notre famille, donc pas que les parents, mais également les oncles, les tantes, les cousins. Et quand tu es issu de petites villes, c'est vrai que généralement c'est assez difficile de réussir. Tu regardes la télé, les gens qui ont réussi et ça te motive. Et moi, ça a toujours été un driver. Mon premier driver, c'était le sport. J'ai commencé par le judo, mais j'en ai pas fait longtemps. Après, j'ai fait du basket pendant une dizaine d'années et j'ai adoré ça. Et donc voilà, j'ai grandi dans cette cité-là jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Ensuite, on n'est pas allé très loin, on en est à 5 minutes en voiture, donc on n'était pas très loin de la cité, mais dans une autre ville qui s'appelait le Kreuzberg, qui s'appelle toujours. Et donc, j'ai commencé après à voyager à l'âge de mes 18 ans, où j'ai beaucoup voyagé. Mais voilà un peu mes débuts. Niveau du collège, je peux te parler un petit peu de mes années aussi, de mes années au collège, mais je n'étais pas un très bon étudiant. J'aimais pas forcément l'école, à part l'art plastique. Créatif. Le sport, ouais, plutôt créatif. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui quand on regarde mon dessin. Mais ouais, j'adorais le sport, donc j'ai redoublé ma 6e. Et donc, je n'étais pas passionné par les études du tout. C'était vraiment le sport. Je voulais devenir sportif professionnel. Pareil pour le lycée, donc je continue mes études et je passe la 3e et je vais au lycée. Je pars à Longwy, dans une autre ville dans l'est de la France. Et donc, il n'était pas trop loin, mais entre 1h et 1h30 de là où j'habitais. Donc, j'étais en Cadet France Basket. Mais donc, je voulais devenir professionnel au basket. Je ne suis pas très grand, je pouvais être meneur, mais je n'avais pas le niveau de devenir pro. Et donc, pas trop intéressé par les études à ce moment-là non plus. Et j'arrive en terminale. Je ne travaille pas forcément, plutôt toujours dans le sport. Et donc, je redouble ma terminale. Et c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic de me dire, mais en fait, Dorian, tu as toujours été hyper ambitieux. Tu as toujours voulu faire de grandes choses, mais en fait, tu ne te bouges pas le cul. Et donc ça, c'était une vraie problématique. Et donc mes parents me disaient, parce que c'était assez cool, ils me disaient, mais Dorian, en fait, fais ce que tu veux de ta vie à partir du moment où tu es heureux. Donc j'avais pas de pression derrière moi en me disant, réussis ou fais des longues études. C'est non, tu veux faire quelque chose de manuel, tu peux le faire. Juste sois heureux dans ta vie et fais quelque chose que tu aimes. C'est déjà énorme, c'est beau parce que tous les parents ne sont pas forcément sur ces axes-là.
Ouais. Que tu sois le meilleur. Non, là, c'est plus sois heureux. Du tout. Ouais, c'est sois heureux. Fais quelque chose que t'aimes. Bah, nous, on a fait notre vie. On n'a pas fait des études. Ils ont arrêté de travailler. Ma mère, elle avait 16 ans à l'école et ils ont commencé à travailler. Et mon père, il avait 14 ans. Donc, il n'y a pas eu d'études. Donc, en fait, c'est juste fais un métier que t'aimes, sois passionné et quand tu te lèves le matin, sois content et lève-toi avec le sourire. Donc, j'ai pas eu cette pression-là. Mais moi, j'avais une pression personnelle de me prouver à moi-même que j'avais la capacité de réussir ma vie d'un point de vue financier. Et donc là, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je vais gagner de l'argent? Et là, ça a commencé à trotter dans ma tête. Et le jour où j'ai raté le bac, je me suis dit, mais en fait, je vais réussir. Et je vais me donner maintenant à fond. Et c'est là où il y a eu le tournant dans ma vie de me dire, ben, je vais bosser beaucoup plus que les autres pour réussir financièrement parlant et être heureux dans quelque chose qui va m'épanouir, mais que je vais choisir. Et c'est là où j'ai eu le tournant. Et finalement, tu parles beaucoup de finances, comme si ton bonheur passait par la finance. Est-ce que c'est ton premier, on va dire, vecteur de réussite? Alors, ça peut ne pas l'être pour tout le monde. Moi, ça l'était. Beaucoup moins aujourd'hui, on pourra en parler, parce que je suis à l'abri maintenant d'un point de vue financier. Mais c'est vrai que c'était un vrai vecteur pour moi de motivation et c'est ce qui m'a drivé, en tout cas, jusqu'en 2021, c'était mon driver. Et c'était dans le sens, il faut que je fasse 1 million d'euros à tout prix. Enfin, tu t'es mis des challenges financiers ou Non, j'avais pas de challenge financier, parce qu'on parle de ça, j'avais 10 ans, quand ça a commencé à me trotter. Après, c'est le déclic, je l'ai eu au moment du bac, donc j'avais 18 ans, j'avais redoublé, donc 19 ans à peu près. Mais non, non, c'était un peu différent, ouais. Ok. Et là commence l'entrepreneuriat alors. Et je finis, je fais mon bac, je le réussis cette fois, la deuxième fois. Et donc là, je pars faire mes études. J'ai beaucoup voyagé, donc j'ai dû faire une trentaine de pays à partir du moment où j'ai eu mon bac. Et donc, j'ai fait 2 ans à Nancy. Je commençais par un DUT technique de commercialisation. J'ai fait un bachelor en Lituanie qui était incroyable. Je suis parti avec un niveau d'anglais qui était vraiment médiocre, voire naze. Et ça m'a permis d'avoir un super bon niveau. J'ai beaucoup voyagé. On a fait des trips en sac à dos dans les pays de l'Est. On a fait Lituanie, l'Estonie, Lettonie. Je suis parti en Norvège, on a fait la Pologne, on a visité l'Allemagne. Bon, c'était vraiment incroyable. Après mon bachelor, je suis revenu en France. J'ai fait l'IAE de Poitiers en Master 1 en intelligence économique. Et à ce moment-là, je me posais la question de travailler à la DGSE, tout ce qui était veille concurrentielle ou autre. Et ensuite, j'ai fait un Master 2. Donc marketing et un MBA en école de commerce à La Rochelle, donc c'était un double diplôme. Et quand j'ai eu mon année, j'ai fait un bac plus 6 à l'ESCP, donc une école de commerce à Paris, dans l'entrepreneuriat. Et donc là, j'ai lancé à Ivancy. Après, pour revenir un petit peu en amont, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais à peu près 20 ans, donc commencé à monter mes premiers business quand j'ai commencé mes stages. Et c'est ce qui a commencé à me passionner, en fait, par l'entrepreneuriat. Et donc, pour revenir à ta question d'avant, je n'y ai pas répondu, mais je n'avais pas de chiffre en tête. Mais je me disais, je veux une Ferrari à 30 ans. C'est ce qui me motivait. Comme j'étais jeune, je n'avais pas forcément de chiffres ou de choses, mais je voyais les belles choses à la télé et la Ferrari en faisait partie. Et c'est ce qui m'a motivé. Ouais. Et finalement, donc en fait, quand tu étais en terminale, donc tu redoubles, Ouais. et finalement tu fais 6 ans d'études. Donc comme quoi, Et après, je fais 6 ans d'études. Ouais. comme quoi, Mais tout est possible. ouais, tout est possible. Mais je pense qu'il y a une raison. C'est juste que quand tu es au collège et au lycée, on t'apprend les bases et c'est super important. Mais tu es généraliste, tu vas apprendre le français, les mathématiques. Tu vas avoir des matières où c'est assez généraliste, c'est super important pour la culture et je ne reviens pas dessus, je ne dirais pas le contraire. Mais j'ai commencé à être intéressé par l'école à partir du moment où j'ai pu choisir mon cursus. Et donc quand j'ai pu choisir mes matières, là j'étais super intéressé parce que je les avais choisies. Et donc je me suis mis à 200% sur ce que je devais faire et j'étais motivé à chaque fois d'en apprendre plus. Et je savais que l'école allait être important pour moi, pour mon développement personnel et ma carrière. Je ne savais pas encore comment j'allais réussir, mais je savais que c'était important pour moi. Et donc je me disais, mais chaque année, je vais essayer de faire soit une meilleure école, soit un meilleur cursus, soit continuer d'apprendre pour être un expert en marketing ou en sales. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à le faire. Mais pas mes parents, personne d'autre, c'était vraiment moi-même. Hein. Et là, la première boîte arrive. Et là, non, la première boîte, c'était un peu avant. Donc pendant mes études, j'ai monté une boîte, elle s'appelait Mes Élites Conseil. C'était de la mise en relation entre étudiants et sociétés, plutôt des TPE qui étaient dans des pépinières d'entreprises qui voulaient faire des études de marché. Et j'ai eu cette idée-là de monter une junior entreprise externalisée parce que j'avais fait un stage. Et pendant ce stage-là, je vendais des ceintures de pantalon qui résistent à 2200 kg. Donc la boîte, elle s'appelle BBM Équipement. La ceinture de la T-Belt. Et en fait, c'est un couteau suisse où avec cette ceinture-là, tu peux tout faire.
Donc tu peux tracter une voiture qui est en panne, 2200 kilos, tu peux faire de la chasse, tu peux faire de la... Je ne sais pas si tu connais la slackline. C'est en fait, Non. la Heightline, tu es entre deux bâtiments, entre deux Oui, montagnes, ok. tu mets en fait une corde et tu marches dessus. Et cette ceinture-là, tu peux vraiment tout faire. Et donc c'est le couteau suisse de la ceinture. Et en stage de 4 mois, je commercialise cette ceinture-là pour le patron Xavier. Et on a une équipe de stagiaires où on travaille le sujet et on se rend compte qu'en 4 mois, je rapporte 40 000 euros de chiffre d'affaires. Je développe des partenariats avec la Belgique, je la revends aux US, en Pologne. Et on se dit que cette ceinture de pantalon-là, elle est géniale. Donc on commence à donner cette ceinture-là à des youtubeurs, parce qu'à l'époque, c'était YouTube qui était en phase de croissance. Les youtubeurs la mettent en scène, et quand ils la mettent en scène, on se rend compte en fait qu'avec les codes promo, il y a des achats. Et donc là, j'ai eu une idée, je me suis dit, mais c'est incroyable, ce serait génial en fait de réussir à développer le marketing d'influence. On n'en parlait pas à l'époque, à ces moments-là, et donc je garde l'idée dans un coin de ma tête. Donc je continue à développer cette ceinture de pantalon-là. Ensuite, je me dis, bon, j'ai des revendeurs, j'ai un produit qui fonctionne, ce serait génial d'avoir en fait d'autres produits. Donc là, je commence à vendre un bâton de marche qui se transforme en arc, des produits de survie. On parlait de Man versus Wild à cette époque-là. Et donc j'ai beaucoup de produits. Et donc je me dis, ben, en fait, j'ai déjà les revendeurs, donc ça me permet de gagner du chiffre d'affaires sur chaque produit vendu. Donc je prenais un pourcentage de chaque produit. Donc là, je trouve d'autres étudiants plus intelligents que moi, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un de super intelligent, mais quelqu'un de malin. Et donc je prends d'autres étudiants plus intelligents que moi pour revendre cette ceinture-là. Et donc moi, je fais un système de vente, on peut appeler ça pyramidal ou autre. Pyramidal, c'est plutôt négatif généralement, mais bon, c'est un peu, on peut l'appeler comme ça. Et donc je prends des commissions sur chaque commission de chaque étudiant. Et donc eux, ils gagnent un peu plus leur vie, moi, je gagne un peu plus ma vie, c'est génial. Et c'est à ce moment-là où j'ai l'idée de mes élites conseils de me dire, ben, si d'autres étudiants plus intelligents que moi ont la capacité de vendre ces produits-là, pourquoi pas monter une junior entreprise externalisée en dehors des écoles de commerce que je vais driver, et donc on va faire des études de marché. Et donc ce que je disais à ces étudiants des grandes écoles, c'est travailler avec moi, je t'apporte un client, tu vas faire un business plan, tu vas travailler ton marketing, et finalement tu vas gagner 400 euros sur une étude de marché qui t'a pris un mois à faire. Moi, je prenais 600 euros à peu près. Donc Et, c'était vertueux en quelque sorte. Tu permettais à des étudiants de se faire de l'argent de poche. ouais, et développer également leur connaissance métier par rapport à leurs études. Et donc j'ai mis ça en place, mais je savais que ça n'allait pas être une licorne, une grosse boîte. Et donc quand j'ai fait ma dernière année d'études à l'ESCP, j'ai rencontré Sylvain, mon cofondateur d'Ivancy, et donc le but de ce master spécialisé, c'était de monter une boîte. Donc on avait différents projets, on bêta-testait, on ne savait pas sur quelle idée on allait se lancer. Et là, je parle de mon idée d'influenceur, et Sylvain il me dit, mais c'est génial, il faut se lancer maintenant. Et à la base, je lui dis, ouais, mais on a d'autres bonnes idées, pourquoi pas attendre après le master spécialisé. Il me dit, attends, le master, il coûte hyper cher. Tu es venu là pour monter une boîte, tu as une super bonne idée, tu connais le secteur, lançons-nous, on va tester. Et donc, on se lance en 2016, on est toujours étudiant. On part à San Francisco avec le master spécialisé, avec le groupe, on était une trentaine d'étudiants. Et là, donc, on voit les super belles boîtes, ça nous donne envie, on commence à bêta-tester notre métier d'influence marketing. Et on a fait une super belle croissance en lançant un Evency en peu de temps. Donc raconte un peu comment ça s'est passé. Vous avez co-construit donc tous les deux par le biais de votre formation une start-up finalement. Ouais, exactement, c'est ça. Vous êtes parti from scratch à deux. Ouais. Et là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est une plateforme d'influenceurs. Donc on match 500 000 influenceurs et des marques donc dans une centaine de pays. Tout est automatique. Et le but, c'est de donner un produit ou un service à ces influenceurs-là qui publient du contenu de qualité et honnête. Et à partir du moment où le contenu est publié, quels que soient les réseaux sociaux, le contenu remonte dans la plateforme et on a un système de tracking qui permet de donner des feedbacks aux marques. Et comment tu vas aller chercher ces 500 000 influenceurs? Ouais, les premiers influenceurs, on les contactait manuellement. Et donc, on leur disait, inscrivez-vous sur la plateforme, vous allez avoir des partenariats avec telle et telle marque. Ensuite, on a eu une certaine notoriété. Ensuite, on utilisait Ivancy pour Ivancy dans notre propre plateforme pour faire des campagnes d'influence marketing. Donc, on mettait des produits à disposition pour leur dire, tu as le produit, mais on te demande de faire une collaboration et de mentionner Ivancy en tant que plateforme. Et donc, plus on avait de produits sur la plateforme, plus les influenceurs voulaient se connecter pour travailler avec des belles marques. Et donc, on a eu un effet boule de neige qui nous a permis de nous développer vraiment dans le monde entier avec une communauté qui n'arrêtait pas de grandir. Mais ça s'est passé en combien de temps? En 5 ans. En 5 ans, tu as construit une société où vous étiez combien Ouais, on est passé de 0 à une centaine de personnes, à 130 à la fin. On est passé de 0 à plus de 5 millions de chiffres d'affaires au moment où on a commencé à vendre la société. On avait des bureaux en Espagne, en Allemagne et en France. Et on faisait des dizaines de milliers de collaborations par mois sur la plateforme. Tout était automatisé, la logistique, les collaborations, les remontées sur la plateforme, les statistiques.
Et on arrivait même, avec notre propre outil interne, scorer les influenceurs. Est-ce que c'est des vrais abonnés, des faux abonnés? Est-ce qu'ils ont utilisé des robots? Donc on savait vraiment l'envers du décor des gens qui étaient vraiment influents et sur quel type de communauté. Et comment toi, Dorian, qui Ouais. passe de 0 à 100 employés, comment ça se fait pas du jour au lendemain? On apprend sur le terrain, mais Ouais. comment justement tu te positionnes dans le management, c'est de l'hyper-croissance finalement. Ouais, c'est de l'hypercroissance. C'était hyper compliqué. C'était fatigant. On bossait de 8h du matin à 2h du matin, du lundi au dimanche pendant les 3 premières années. Les 3 premières années sont toujours les plus difficiles. Ensuite, on met du mid-management. Donc, c'est-à-dire j'ai commencé à mettre des managers en dessous de moi qui me permettaient de gagner du temps. Et là, je travaillais moins, je finissais à 20h, j'avais un peu plus de temps pour moi, j'avais mes week-ends. Et justement, ces Mais, horaires-là, qui sont toujours les horaires des entrepreneurs de 8h à 2h non-stop, Ouais. il n'y a pas un craquage au bout d'un Si, moment? si. Ouais, t'en as beaucoup. T'en as beaucoup. T'es pas forcément sûr de toi. Tu te confrontes au marché. T'as des clients pas contents. T'as des problématiques de culture d'entreprise quand tu grandis hyper rapidement. T'as des problématiques de pays, la compréhension des pays, comment tu staffes les pays. Est-ce que tu lances depuis la France, depuis le pays, combien ça va te coûter? T'as des Et comment problématiques tu de prends ces cash. choix-là justement, de l'ouverture des pays? Ouais, alors moi je crois beaucoup dans le relationnel, dans le coaching, dans l'humain. Donc quand j'avais des problématiques, j'essayais de me faire accompagner par des business angels ou par des personnes en qui j'avais confiance. J'avais des coachs par thématique et ça me permettait vraiment de comprendre. Et Intéressant ça. Des coachs par thématique, ça veut dire quoi? Tu as un coach sur toi-même en tant que dirigeant? Comment tu veux répartir ça? ouais, alors au tout début, les advisors étaient mes business angels. C'est-à-dire que j'avais mes business angels qui avaient investi, qui avaient cru en moi, en Sylvain, dans le projet. Et donc je leur disais, est-ce que vous avez du temps à m'accorder? Parce que l'argent c'est génial, mais ce que je veux c'est également développer mes compétences perso. Et donc est-ce que vous pouvez m'accorder chaque mois 2 à 3 heures pour qu'on puisse discuter ensemble de mes problématiques? Ça a commencé comme ça. Ensuite, les incubateurs m'ont également proposé des coachs ou des advisors avec lesquels j'ai pu travailler. Et donc ça pouvait être sur la finance, ça pouvait être sur le marketing. Donc voilà, j'ai eu différentes personnes qui m'ont incroyablement aidé dans mes débuts. Et à la fin, quand la boîte a vraiment grandi, j'ai pris un coach qui m'a accompagné, moi, en tant que dirigeant, de comment créer la structure d'une boîte qui passe de 50 à plus de 100 salariés, comment je mets un comité de direction en place, comment je m'améliore, moi, chaque jour, parce que je ne suis pas parfait, je fais beaucoup d'erreurs. Et tu me parlais de mes décisions. Au final, même si je suis coaché, je prends moi-même mes décisions et je fais des erreurs. Mais la chose la plus importante, c'est pas de refaire la même erreur 2 fois. Donc ça ne me dérange pas de faire une erreur. J'en ai fait des erreurs, j'en referai. Et c'est pas grave. Mais le but, c'est juste de ne pas la reproduire à nouveau. Donc là, tu parlais de business angel, ça veut dire que vous avez levé des fonds dès le départ? On a levé 6,5 millions en tout sur cette boîte-là, entre le dilutif et le non dilutif. En 3 ans et demi à peu près de boîte, avant le moment où j'ai vendu la société. Et ouais, donc on a fait 3 levées de fonds, quasiment une chaque année, et ce qui m'a permis de me structurer et de développer la boîte à l'échelle internationale. Alors, est-ce que tu fais partie des entrepreneurs qui allaient lever des fonds quand ils n'avaient plus d'argent ou tu anticipais quand tu n'en avais pas besoin? Je t'avoue qu'il me restait souvent 2 à 3 mois de cash. Donc j'avais une forte croissance sur la boîte, mais c'était hyper serré d'un point de vue cash à chaque fois. Donc, tu es en position de, pas forcément de force vis-à-vis des fonds. Tu arrivais quand même à avoir ce que tu voulais à la fin, parce que quand on est en position de faiblesse, parfois, c'est compliqué d'avoir un deal. Ouais, alors pour moi, je n'étais pas en position de faiblesse, parce que quand je me lançais en roadshow, un roadshow te prend à peu près 6 mois. Donc le roadshow, c'est au moment où j'ai commencé à parler avec des investisseurs pour réussir à lever mes fonds. Donc j'avais à peu près 1 an de cash, mais je savais que ça me prenait 6 mois, je savais que ça pouvait déraper un petit peu. Donc il me restait quelques mois à chaque fois, donc j'étais pas en position de faiblesse. Et quand je me lançais, j'avais des bons chiffres, donc je savais que j'allais réussir à lever. Et les historiques étaient toujours intéressés aussi pour remettre au pot. Donc ça, c'était aussi un bon signal pour les nouveaux qui devaient rentrer au capital. Donc j'avais pas cette pression de me dire je suis en mauvaise posture ou je suis en position de faiblesse. Non, j'étais hyper confiant, j'étais serein et je savais que j'allais réussir. Par contre, c'était dur, je dormais mal, mais ça, je le reflétais pas. Ouais, c'est toujours sur le masque de l'entrepreneur. Bah, t'as pas le choix. Si toi, t'as pas confiance en toi, qui va l'avoir? Et donc la chose la plus importante pour moi, c'était de moi-même avoir confiance en moi pour que les gens aient confiance en moi également et dans ma vision. Donc là, l'aventure donc, est une aventure, c'est une success story. Je sais pas si on peut appeler ça une success story, mais en tout cas, on a fait une super belle boîte qu'on a super bien revendue à un fonds américain qui s'appelle PSG Equity, qui a créé un groupe qui s'appelle Skippers, avec 10 rachats de sociétés, qui est un super beau groupe aujourd'hui de plus de 500 personnes sur différents continents, qui crée le leader de l'expérience client.
avec les sociétés qu'ils ont rachetées, donc les sociétés sur l'influence marketing, sur les avis e-commerce, sur les vidéos YouTube et le content, sur le live shopping. Bon, c'est un univers et sur le support. Mais oui, on a réussi à faire une super belle vente de la société à 8 chiffres. Donc le montant est de 8 chiffres. Donc voilà, on est super heureux de, T'as acheté de ta cette Ferrari vente. Alors, j'ai pas acheté une Ferrari parce que pour une seule raison, que j'ai eu un bébé et qu'en fait, à Paris, j'avais pas besoin de 2 voitures. Et donc, j'ai acheté une voiture qui est plutôt sportive mais familiale. Donc, c'est une Porsche. Mais j'ai pas acheté la Ferrari qui est 2 places et j'ai pas la place pour le siège auto. Ouais. Et alors, globalement, le rachat, c'est eux qui sont venus vers vous ou c'était toi, à un moment donné, qui a dit, bon, allez, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire Non, comment ça s'est passé? C'est qu'on avait une super belle croissance. J'ai racheté une société, le nom c'est Lucette, qui avait levé aussi 1,8 million avec TF1 à l'époque, qui avait en fait un business sur les avis e-commerce avec des consommateurs et pas des influenceurs, donc c'était connexe à mon métier. J'ai racheté cette boîte-là, ça m'a permis de signer des super belles marques sur le secteur du luxe. Et donc avec la croissance que j'ai eue, pendant le Covid, en plus j'ai une accélération de ma boîte parce que les gens utilisaient de plus en plus les réseaux sociaux. Donc 6 heures par jour. Donc on a eu une accélération. Et donc là, j'ai voulu faire une nouvelle levée de fonds. On appelle ça une série B, donc levée entre 10 et 20 millions d'euros. Et au bout de 2 semaines où j'ai lancé ma levée de fonds, j'ai été pingé par ce fonds d'investissement-là, PSG Equity. Et donc, ils m'ont demandé à me parler. On a eu pingé parce que... Ouais, ils m'ont contacté. Ouais. Ils m'ont contacté et au bout de une semaine, j'ai rencontré le CEO du groupe. Et on a eu un super bon fit, on s'est super bien entendu, on avait la même vision, sauf qu'ils avaient beaucoup plus de moyens que moi. Ils avaient levé 150 millions d'euros, moi j'étais en train de lever 10 à 20, et on s'est dit pourquoi pas faire une aventure ensemble pour créer ce leader mondial de la relation client. Et donc j'ai décidé finalement, j'ai cédé à la tentation de vendre la boîte, et j'ai vendu parce que je croyais dans l'histoire, j'y crois toujours parce que je suis encore un peu actionnaire du groupe. Mais voilà, c'est une super belle histoire avec un super beau management. Et donc, j'ai vendu la société. Ouais. Et donc là, on arrive dans ce petit looping sur le dessin. Ouais. C'est l'exit. C'est l'exit. Donc, on vend la boîte, on se met à l'abri financièrement avec Sylvain. On est super heureux. Donc, c'était un de mes drivers dans mes débuts. Par contre, j'arrive dans une phase de c'est quoi l'après? Okay, j'ai 30 ans, j'ai super bien vendu la boîte, j'ai gagné assez d'argent pour arrêter de travailler. Mais c'est quoi la suite de ma vie? Je ne vais pas arrêter de travailler. J'ai appris énormément de choses. J'ai envie de capitaliser dessus. Donc, je fais du coaching de CEO qui ont levé entre 1 et 15 millions d'euros. Je commence à être business angel. J'ai investi dans l'immobilier. J'ai investi dans des fonds d'investissement. Je prends du temps pour moi. Je passe 6 mois à jouer au Warhammer. C'est des figurines pour les enfants ou stratégiques, même pas pour les enfants parce que ça dépend de tout âge. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je passe mon temps sur Netflix et Disney, Canal+. Ma femme, elle bosse. Donc Morgane, elle travaille, mes amis bossent, ma famille bosse. Donc Sylvain, donc mon ancien cofondateur, il écrit un bouquin. Donc là, je m'ennuie, je commence à m'ennuyer. Et je me dis, je vais me lancer dans une nouvelle aventure, peut-être la dernière. Et je décide de lancer Zelic. Donc j'ai lancé en 2023 cette société-là. Donc en fait, c'est un moment de doute, en quelque sorte, de remise en question. Ah oui, c'est clairement remise en question. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie? Finalement, tu as tout presque, on va dire matériellement, tu as tout. J'ai ce que j'ai besoin. Mais ce n'est pas suffisant. Mais en fait, c'est quelle est ma motivation quand je me lève le matin? Parce que l'argent, maintenant, c'est génial et je suis confortable. Mais qu'est-ce qui va me motiver le matin quand je me lève? Qu'est-ce qui va me donner envie de pousser mes limites? Et j'ai besoin de ça. Et parce que c'est un peu le sujet que tous les jeunes, toutes les nouvelles générations se posent. Une fois que tu as ça et que tu peux te dire, je peux partir en vacances H24, en fait, finalement, ce n'est pas suffisant. C'est pas une motivation suffisante, c'est autre chose. Ça pourrait, mais la problématique que j'ai, c'est que les gens autour de moi travaillent. Et donc, pour être seul, c'est pas kiffant. Et donc, j'avais besoin d'avoir un driver, quelque chose qui me motive le matin, en me disant, mais ça, c'est génial. Et ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être, je sais pas, devenir champion de pétanque, ça pouvait être champion d'échecs. Quel que soit le sujet, j'avais envie, en tout cas, de me donner à fond dans une nouvelle aventure. Et j'ai finalement choisi de continuer sur l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai capitalisé quelques années. Donc je me suis dit, pourquoi pas me relancer dans une nouvelle aventure encore plus folle où je vais essayer de faire une licorne, un centaure, les nouveaux mots à la mode, une boîte qui vaut plus d'1 milliard en peu de temps sur un secteur qui est hyper sexy, qui est le métier de commercial. Et donc j'ai ces différentes idées, je les mets sur un tableau. Et là, ma femme, elle me dit, écoute, tu as trop d'idées, au bout d'un moment, il faut que tu te lances. Moi, j'en peux plus d'entendre toutes tes idées. Lance-toi, tu me saoules. Donc, elle me dit ça. Et donc, je décide de me relancer.
Et là, j'en parle à Guillaume, qui était mon ancien directeur financier de ma boîte d'avant, qui m'a aidé à faire l'exit. Et j'écoute Guillaume, j'ai une idée, je vais faire une boîte, une machine, quelque chose d'incroyable, je veux qu'on vive une aventure exceptionnelle. Est-ce que tu veux me rejoindre? Et Guillaume me dit, écoute, j'ai bossé avec toi pendant 2 ans, on se connaît bien, je t'ai aidé à vendre la boîte, go, je te suis. Je quitte ma situation actuelle et je te rejoins. Et ensemble, on décide de lancer Zelic, qui est une plateforme pour les équipes revenus. Donc, c'est le marketing, les grosses, les ops et les sales. Et donc, on veut aider le métier du revenu à faire beaucoup plus de résultats en créant cette plateforme unique. Et donc, croissance hyper rapide sur Zelic. En moins d'1 an, on est quasiment 40 personnes. Des personnes dans le monde entier, en Colombie, en France. On a 7 nationalités dans la boîte, on parle que anglais. On a lancé les US récemment, on a levé 5 millions d'euros le jour où la boîte a été créée. Sans PowerPoint, sans roadshow, sans rien. Et là, on va apporter des très belles nouvelles là, qui vont arriver d'ici peu. Donc finalement, le lancement, quand tu as l'expérience que tu as eue et tu as assis ta notoriété, on t'a fait confiance directement, ouais. Tu vas lever des fonds, c'est presque ton pédigré en quelque sorte qui fait c'est que ça. C'est que ça. Ouais, Même si l'idée est pourrie, non mais je rigole. Hein, mais... Non, mais même si l'idée... Non, mais clairement, en fait, si tu veux, en plus, j'ai pivoté. Dans mon idée, l'idée de base, c'était pas le Zelic d'aujourd'hui. On s'appelait même Get Heroes à la base, donc c'était pas le même nom. Donc j'avais l'idée de me lancer dans le métier du commercial, mais je savais pas ce que j'allais faire. Donc on suit l'homme plus que le projet. On suit l'homme plus que le projet, ouais. Et donc là, tu as été suivi directement. Et là, j'ai été suivi tout de suite. Et c'était quand la levée de fonds? Ben, écoute, on s'est lancé en janvier 2023, et janvier 2023, j'avais fini ma levée. Donc tu es en train de prouver également, parce qu'il y a un vrai discours sur le fait que les fonds serrent la vis, on entend ça tout le temps, partout. Et c'est vrai. C'est vrai, sauf si tu l'as déjà prouvé une fois. Ouais, c'est beaucoup plus facile la seconde fois, parce que je sais maintenant structurer une équipe, je sais la développer, je sais m'entourer des bonnes personnes, j'ai pu développer mon réseau, je connais mes faiblesses, je connais mes forces. Donc c'est beaucoup plus facile la deuxième fois. Maintenant, j'espère leur prouver justement le succès de Zelic avec ce qu'on est en train de mettre en place. Mais c'est incroyable. On a un lancement, c'est incroyable. On bosse beaucoup comme à l'époque sur Evency, donc peut-être des cernes entre le gamin et la boîte, mais c'est incroyable. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est de faire de l'hypercroissance. Et tu as déjà attaqué le monde. Ça fait combien? Donc ça fait même pas 2 ans? Non, ça fait, écoute, janvier 2023, ça fait quoi? Ça fait 16 mois, c'est ça? 16 mois. Ouais. Et tu es déjà à l'international. Ouais, on a déjà 2000 utilisateurs sur la plateforme, dans le monde entier. On a signé des clients aux États-Unis, des clients français. Donc ouais, on est international. Et le produit est incroyable. Et le mois dernier, on a eu 700 000 actions faites sur la plateforme, après seulement 5 mois de bêta-test. Donc on est content. Ouais. Donc finalement, là, tu as retrouvé ton amour de jeunesse, l'entrepreneuriat. Ouais, je m'éclate. Et beaucoup plus qu'avant, parce que j'aimais pas l'influence marketing. Et là, j'adore le métier de commercial. Alors c'est ça qui est curieux, c'est que tu n'aimes pas l'influence marketing, mais tu as lancé une boîte d'influence marketing. Donc qu'est-ce qui te motivait en fait? Parce que quand on n'aime pas ce qu'on fait, en général, on bloque un peu. C'est vrai, ouais. C'était l'argent. C'était l'argent. La Ferrari. Ouais, c'était juste l'argent qui me motivait. Ouais, le reste, c'était pas un moteur. Aider les influenceurs dans leur quotidien, je trouvais ça intéressant. Aider les marques à se développer, à gagner en notoriété. Et grâce à nous, il y a des marques qui ont réussi à se développer. Donc c'est génial et je trouvais ça hyper intéressant. Mais ce n'était pas un métier passion. Moi, ce que j'adore, c'est le sport. J'adore voyager et j'adore manger. Donc finalement, le business, pour toi, c'est un gagne... Enfin, tu gagnes ta vie avec le business, mais tu es vraiment un businessman. C'est-à-dire que tu pourrais vendre n'importe quoi, en quelque sorte. C'est l'argent, le moteur central de tout ce que tu fais. Bah regarde, j'ai commencé par vendre des ceintures de pantalon. Donc ouais, je m'en fichais un peu du secteur. Là, c'est différent. Là, j'adore ce que je fais. Je suis vraiment passionné par ce que je fais. Je le vis. Donc c'est différent. Ouais. Merci infiniment, Dorian, d'être venu dans le roller coaster. Ouais, bah, merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Génial. J'ai beaucoup parlé. J'espère que... C'est le but. On te fait parler pour inspirer les nouvelles générations et tous ceux qui nous écoutent également sur l'entrepreneuriat. Donner les clés du succès, comment on rebondit, comment on s'acharne, pourquoi on fait ça. Donc merci. Je t'invite à signer ton petit ticket. Ouais, avec plaisir. Et j'invite tous nos auditeurs à partager, commenter et suivre les prochains épisodes du Roller Coaster. Merci à tous, à bientôt.